Eh dis donc, tu veux pas aller faire tes devoirs là un peu? Puis d'ailleurs, tiens, va ranger ta chambre. À l'école, on nous a appris qu'on était libre. Tu seras libre quand je te le dirai. Révolution! Bonjour, la Révolution française de 1789 a ceci d'historique qu'elle vient briser un cercle logique dont les penseurs du XVIIIe siècle ne voyaient pas l'issue. Ceci se résume parfaitement dans l'opposition classique de deux ouvrages fondamentaux de Jean-Jacques Rousseau. En effet, tandis que dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il décrit la réalité d'une société d'individus devenus esclaves, aliénés à des valeurs et usages auxquels ils sont tellement acculturés qu'ils ne peuvent s'en défaire même par imagination, il présente au contraire dans Du contrat social une vision idéale des rapports sociopolitiques permettant la réalisation d'une liberté réelle des mêmes individus. La question de la transition de l'un à l'autre reste toutefois malheureusement sans réponse. Comment un peuple esclave pourrait-il vivre un jour libre puisqu'il ignore son propre esclavage et finit même par aimer ses chaînes? Regardez, phase 1, collecter des slips. Phase 2, phase 3, profit. C'est marrant, il manque toujours l'étape intermédiaire. C'est la plus importante, mais c'est celle qu'on n'a pas. Le paradoxe peut se résumer comme suit. Toute démocratie réelle et durable ne peut se perpétuer sans un peuple éclairé qui la défende, étant sa condition fondamentale de continuité et de pérennité. Ainsi, la démocratie nécessite la formation de citoyens libres pour se maintenir. Mais d'un autre côté, sans un peuple déjà éclairé et ayant conscience de la domination dont il souffre, nulle démocratie ne peut émerger et se réaliser. Le peuple ne modifie les rapports de force et ne reprend possession des moyens nécessaires à la production de son destin que par le truchement de l'éducation qui lui donne les moyens intellectuels de se libérer. Rappelez-vous, la liberté, c'est l'esclavage. Les réponses politiques des intellectuels à cette situation ont été généralement de trois types. Premièrement, le cynisme pur des corrompus, abandonnant chacun à son malheur, utilisant leurs connaissances pour satisfaire leurs propres intérêts, décidant ainsi de participer et de perpétuer une situation inique. Alors ça, c'est la position de Thrasymach, un sophiste qui considère que le peuple, il est fait de moutons au service du politique. Il ne faut jamais oublier que le mouton, c'est quand même l'animal qui, toute sa vie, va avoir peur du loup, mais se fait toujours bouffer par le berger. Ensuite, les théoriciens du politique et du pouvoir en général, penser indépendamment du peuple qui n'est finalement qu'un détail négligeable dans l'équation globale. Alors on a le choix entre le roi philosophe de Voltaire, c'est-à-dire le despote éclairé, ou le philosophe roi de Platon, c'est-à-dire l'aristocratie technique. Et le pouvoir du peuple? Quel peuple? Et finalement, les intellectuels engagés dans un effort de libération du peuple, semblant prêcher, eux, dans le désert, du fait que le peuple n'est pas en état de les entendre, ou même de les comprendre. Rousseau écrit dans Du contrat social, si j'avais le pouvoir, j'écrirais pas, je ferais. En fait, être un intellectuel, c'est assumer qu'on est impuissant. La Révolution populaire de 1789 change la donne en renversant de fait la structure politique, permettant ainsi de changer définitivement l'histoire et les rapports de force. Mais celle-ci ne saurait durer sans une éducation venant au secours des citoyens, leur permettant de comprendre ce qu'ils ont accompli et ce qu'il leur faut être pour conserver les acquis de leur action. Généreux amis de l'égalité, de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la puissance publique une instruction qui rende la raison populaire, ou craignez bientôt de perdre tout le fruit de vos nobles efforts. Sans une instruction publique donnant à chacun le pouvoir de comprendre et de juger, la connaissance demeurera nécessairement un privilège dont certains useront et permettant un retour rapide de la domination par la manipulation des individus. Seul un peuple éclairé peut prendre garde aux institutions et à leur réalisation. Un peuple qui va élire son despote, mais il n'y a que ça dans les schtroumpfs. Ah, après tout, ils ont quand même élu le schtroumpfissime. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Face à un tel risque, la simple diffusion des connaissances via des ouvrages ou encore une encyclopédie ne saurait suffire.
La démographisation quantitative du savoir, par une simple augmentation des productions intellectuelles disponibles, ne saurait remplacer la démocratisation qualitative de l'instruction, un simple droit d'éducation ne permettant pas la réalisation concrète de l'instruction de chacun. L'État n'a pas seulement le devoir de laisser le savoir circuler et laisser les individus en charge de leur propre instruction, conditionnés par leurs compétences inégales, mais un devoir de fournir l'instruction à chacun qui souhaite s'en saisir. Responsable de sa propre survie à travers la formation intellectuelle de sa population, l'État doit gérer une véritable politique publique scolaire. L'instruction, c'est pas un droit de, c'est un droit à. Alors maintenant, l'État, tu vas nous fournir les écoles et tu vas nous fournir les profs. Voilà, c'est une obligation. Hop, hop, elle est où mon école là? Hein, elle est où? Mais en fournissant à l'État le pouvoir de faire l'instruction du peuple, il est évident qu'on lui fournit la capacité de former les consciences et opinions des citoyens. Tout pouvoir, de quelque nature qu'il soit, en quelque main qu'il a été remis, de quelque manière qu'il a été conféré, est naturellement ennemi des Lumières. Tout homme qui fera profession de chercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Cette pente glissante est largement incarnée à l'époque par des projets scolaires concurrents, comme ceux de Lepelletier de Saint-Fargeau, Rabot de Saint-Étienne ou encore Gabriel Bouquier, qui transforment tous, à leur manière, l'instruction publique en un prosélytisme révolutionnaire visant la conversion des enfants à l'idéologie politique dominante. Alors, si on fait un medley, ça donne des cours qui sont faits par des militants politiques à coups de mythes révolutionnaires et le tout dans des pensionnats gérés par l'État, loin des parents pour isoler les enfants. Les mecs, ils ont pensé les jeunesses fascistes avant l'heure. Hein. Ouais, ils sont quand même bien en avance sur leur temps. Le problème de Condorcet se formule donc ainsi. Face à la nécessité d'une instruction d'État, comment garantir que cette instruction soit bien l'institution d'une liberté du peuple et non son crépuscule? Et d'ailleurs, en quoi consiste cette liberté que l'on cherche à former et quels savoirs permettent de l'établir réellement? Voici la vision libérale de l'école telle qu'elle est pensée à la fin du XVIIIe siècle et qu'on n'a jamais appliquée. Faudrait surtout pas que les gens soient libres, hein, surtout pas. Hein. Comment garantir l'indépendance du citoyen en dépit d'une scolarité gérée par l'État? Premièrement, en replaçant l'État dans ses fonctions de gestionnaire et d'organisateur et non de décideur. Outil au service de la société, l'État n'est qu'un instrument de gouvernementalité dont dispose la société pour se gérer elle-même et non le dépositaire d'un pouvoir d'initiative. Gouverner consiste à agir pour réaliser les choix du peuple, c'est-à-dire se charger de concrétiser un programme qui lui est imposé par le peuple souverain. Il est important, nécessaire d'ôter au gouvernement non seulement toute action directe sur l'instruction, mais même de ne lui laisser aucune influence indirecte. En matière scolaire, afin d'éviter un pouvoir d'orientation du contenu des enseignements, l'État n'est responsable que des moyens nécessaires à la réalisation de l'école. Le contenu est déterminé par une autre entité, les sociétés savantes. Bon, les savants et les intellectuels, on va se bouger un peu parce que c'est pas, on développe pas le savoir juste en faisant de la recherche. Hein? Hop, hop, allez, on va s'occuper de l'enseignement. Allez, on y va. Seuls les savants sont en état de déterminer ce qui est admis à titre de vérité et ce qui est rejeté comme erroné. En cela, il leur revient de déterminer ce qui doit être enseigné, selon quelle méthode et qui est compétent pour le faire. Le savoir n'est pas déterminé par le pouvoir, mais indépendant de lui, séparé et finalement responsable de réfléchir sa propre transmission. D'ailleurs, et afin de garantir que la vérité l'emporte, ces sociétés savantes sont multiples et concurrentes, permettant l'émergence d'un dissensus scientifique évitant la domination d'une opinion ou d'un académisme sur la vérité elle-même. Oui, alors faut pas oublier quand même qu'avant la révolution héliocentriste, tous les savants étaient absolument sûrs que le Soleil tournait autour de la Terre. Consensus, tu l'écris en un ou deux mots? Le fondement du modèle de Condorcet est donc celui du débat d'opinion et de l'apprentissage de la vérité, permettant la forme d'un instructionnisme radical. Il faut donc que la puissance publique se borne à régler l'instruction en abandonnant aux familles le reste de l'éducation. L'école n'est pas le lieu d'une éducation, formation du caractère par la transmission de valeurs,
mais d'une instruction, une formation de l'esprit par la transmission des savoirs. À l'école, seuls les savoirs vrais et vérifiés sont enseignés, laissant la question de l'éducation et de la morale à la famille, qui décide librement de son modèle et de ses valeurs. D'ailleurs, la famille choisit qui donne l'instruction. Voilà, ils ont le choix, ils peuvent le faire dans le cadre de la famille ou aller dans une école privée. Le principe, c'est que la concurrence doit pousser l'école publique à se surpasser. Pas gagné, ça, pas gagné. La morale n'étant pas le lieu d'une vérité assurée, il n'est pas d'enseignement possible du bien et du mal sans avoir des a priori infondés qui les sous-tendent. L'État n'a donc pas à imposer des valeurs de façon arbitraire, et cela même au nom d'une vie sociale commune, devant se fonder sur des usages communs. Bien au contraire, pour Condorcet, c'est le fait que chaque famille propose des modèles éducatifs différents qui garantit l'émergence d'une vie commune, raisonnable. Ces opinions ne sont pas les mêmes pour tous les citoyens. Chacun s'aperçoit bientôt que sa croyance n'est pas la croyance universelle. Il est averti de s'en défier. Elle n'a plus à ses yeux le caractère d'une vérité convenue. Et son erreur, s'il y persiste, n'est plus qu'une erreur volontaire. En rencontrant des usages différents des siens, en entrant en société, l'enfant sera amené à prendre du recul réflexif sur ses valeurs et les juger. Inversement, si tous ont le même modèle, les citoyens verront leurs réflexions limitées, les menant à une forme d'ethnocentrisme et à une morale de la pure obéissance. Bah oui, quand tout le monde fait pareil, au bout d'un moment, tu doutes plus, quoi. Tu suis le mouvement. L'école n'est toutefois pas amorale. En effet, l'esprit scientifique contient en lui des éléments d'éthique, notamment l'honnêteté intellectuelle, la patience, un sens de l'effort et du travail, ou encore un scepticisme salutaire, qui forgent tous à leur manière un caractère prompt à la maîtrise de soi et au respect des opinions d'autrui. Mais il n'est de morale que dérivé des seules lumières scientifiques. Tout autre contenu, indémontrable, étant à proscrire. L'école comme lieu des savoirs implique ainsi une laïcité scolaire radicale. Monsieur Jésus, dites-nous, là, vous nous dites je suis la vérité, mais quel est le protocole expérimental qui vous permet d'arriver à une telle affirmation, hein? Quelles sont vos preuves? Du fait qu'il est impossible de prouver qu'une religion est plus vraie qu'une autre, et même que le contenu des textes sacrés est lui-même vrai, tout enseignement de la religion est en conséquence banni de l'école. Les opinions religieuses ne peuvent faire partie de l'instruction commune, puisque devant être le choix d'une conscience indépendante, aucune autorité n'a le droit de préférer l'une à l'autre. Bon, d'un autre côté, il passe son temps à traiter les prêtres de manipulateurs. Ça sent l'athée quand même, hein. L'éducation comprend ainsi un ensemble de savoirs précis et déterminés, des connaissances générales, dont l'objectif est de permettre à chacun de vivre son existence sans dépendre d'un autre qui pourrait alors les manipuler et tirer profit de leur ignorance, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient des dirigeants. Ces mêmes hommes à qui on est obligé de recourir sans cesse dans ses affaires personnelles acquerront sur les volontés une autorité dangereuse. Parmi ces connaissances, comprenant la lecture et l'écriture, la capacité de compter, des éléments de science, nous voyons qu'il y adjoint des connaissances techniques pour la maîtrise des contrats avec les artisans, de logique pour permettre l'expression précise de ses opinions, ou encore des éléments d'histoire-géographie et de sciences politiques pour comprendre le fonctionnement de son propre gouvernement. Dans la Constitution de l'an 1, il était écrit, c'est un droit constitutionnel, le peuple avait le droit à l'insurrection. Ça, c'est bien radical, ça c'est clair. Ça manque. Former un citoyen n'est donc pas lui apprendre la loi de son pays dans le but de l'inviter à une vénération, mais de la comprendre pour mieux la critiquer et la faire évoluer en fonction des besoins sociaux. Nul État n'étant absolument pérenne, il est du devoir des citoyens de comprendre le système légal pour le modifier et l'adapter aux besoins nouveaux qui émergent avec les découvertes et inventions impliquant des transformations sociales. Oui, alors il y a eu l'âge de pierre, il y a eu l'âge du fer, maintenant on est à l'âge du smartphone. Et ça change nos façons de vivre et ça change nos sentiments. Dire avant, t'écrivais une lettre, ça mettait, t'avais pas de réponse avant 6 mois, bah voilà, c'était comme ça. Maintenant, on t'envoie un SMS, si tu réponds pas dans les 5 minutes, ça va chier. En conséquence, cette instruction doit se faire tout au long de la vie de l'individu,
du fait que l'évolution constante des connaissances et des découvertes demande un renouvellement régulier de ce qui a été appris. Bon, d'accord, mais en quoi ça sert la liberté, ce truc-là? Voilà. Ça sert en quoi? Le projet de Condorcet unifie le développement de deux entités chez les sujets, le citoyen et l'individu. L'instruction, structurée comme une institution indépendante du pouvoir étatique, laisse la possibilité au citoyen de constituer sa pensée indépendante, moteur d'une résistance à l'oppression et d'une modification des institutions en fonction des besoins. Mais elle développe aussi, en même temps, la liberté de l'individu, c'est-à-dire le moyen pour chacun de devenir lui-même et d'atteindre le bonheur qui lui convient. Le terme de liberté n'est donc pas sans polysémie, se retrouvant souvent mêlé dans les textes de Condorcet. La liberté développée par le système scolaire n'est pas seulement une liberté politique, mais aussi une liberté morale et une liberté de maîtrise qui permettent à chacun d'orienter au mieux sa propre vie. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer, à son gré, toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, le droit d'autrui pour borne, la nature pour principe et la loi pour sauvegarde. La question moderne n'est plus de définir la liberté en tant que telle, mais de construire le cadre politique garantissant les droits individuels permettant à chacun de construire la liberté effective, comme il l'entend. En cela, former un homme n'est pas seulement lui fournir les moyens en tant que citoyen de prêter attention au pouvoir qui cherche à le dominer, mais lui donner les moyens effectifs d'user efficacement des droits qui lui ont été donnés. L'œuvre de Condorcet unifie bien dans un esprit typique des Lumières différentes libertés achevées par l'accès à la connaissance. Oui, alors pour les Lumières, la connaissance et la culture nous libèrent. Voilà, on sent les mecs qui n'ont pas vécu le XXe siècle, c'est-à-dire le siècle dans lequel on a appris que tu peux être extrêmement cultivé et très savant et être le pire des inhumains. Voilà. Et c'est ça les Lumières, c'est très optimiste. Comment la raison nous libère-t-elle? Politiquement, tout d'abord, la raison nous permet de prendre conscience que la pure liberté brute donnée par la nature, donnant à chacun une puissance d'agir et de décider par soi, se révèle très vite autodestructrice. Dans un monde sans loi, la vie de l'homme est nécessairement courte et brutale, soumise à la violence et aux droits du plus fort, impliquant aucune propriété durable, mais seulement une possession temporaire, toujours sous la menace de la convoitise d'autrui. Tu trouves les lois contraignantes? Pas de souci. Tiens, va faire un petit test de 5 minutes dans le monde de The Walking Dead ou de Mad Max. On va voir si tu trouves que la loi, ça te contraint. La loi se présente donc comme une frustration et la vie sociale comme une source de tension. Mais tout être rationnel comprend aisément que ces limites sont nécessaires pour une vie digne de ce nom et pour un développement de l'ensemble du potentiel de l'humanité. Non mais est-ce qu'on parle des fermiers dans les westerns? Les mecs, c'est le chaos. Ils savent que n'importe qui peut débarquer pour les tuer. Et les mecs, ils font pousser des tomates. Moi, je pense que c'est des gens qui veulent crever. Voilà, ils sont suicidaires. Ils ont un appétit pour la mort, pas pour les tomates. Moralement, ensuite, la raison nous rend autonomes en nous donnant l'opportunité de mettre à distance les pressions naturelles du désir et des passions qui poussent aveuglément vers une satisfaction qui n'est pas toujours réelle ni durable. L'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison, avant d'écouter ses penchants. Le développement de la réflexion morale est l'occasion d'apprendre à agir en suivant des principes universels formulés par la raison, nous permettant de définir ce que tout être rationnel devrait faire dans la situation à laquelle nous sommes confrontés. Elle détermine le bien en soi, c'est-à-dire des idéaux qui doivent motiver l'humanité en nous et nous élever vers ce que nous pouvons être de meilleur. Bien sûr que t'aimes le bien et bien sûr que tu reconnais que la morale c'est bon. Voilà, tu le reconnais. Le seul truc c'est que tu le fais pas. C'est tout. Techniquement, enfin, la connaissance nous rend maîtres de nos actions en nous libérant de l'incertitude et du hasard qui, quand ils déterminent le résultat, font que l'effet ne nous appartient pas vraiment. Connaître me permet de prévoir, d'user de façon efficiente de mes facultés et compétences, d'obtenir avec exactitude ce que je vise et recherche, me donnant le contrôle de ce que je décide et désire, me libérant ainsi et par là de l'angoisse qui vient avec le doute. C'est comme quand tu passes un concours ou un examen et que tu as fait des impasses. Ah ben, faut pas t'étonner que t'angoisses à mort, hein. C'est parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber et tu sens que ça va mal se passer.
Moralité, le système scolaire de Condorcet garantit une liberté du citoyen en lui donnant le pouvoir non seulement de faire un monde politique conforme à son droit naturel inaliénable, mais aussi, sans faire la morale à ce dernier, lui donne les armes nécessaires pour parvenir à diriger sainement sa vie et garantir un accès au bonheur qu'il pourra construire par l'usage de ces mêmes droits.